dire que vous pouvez poser vos questions en fait en direct via le petit module de conversation. C'est la petite bulle marquée conversation juste à côté du bouton pardon, quitter. Ou bien vous pouvez aussi lever la main pour pouvoir poser vos questions en direct. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Patrick Sillard, directeur de l'ENG Géomatique. Merci Laurent, bonjour à toutes et tous. Donc je suis en effet Patrick Sillard, le directeur de l'ENG Géomatique. Donc bienvenue dans ce live. Donc il y aura deux parties. Une première partie où on va revenir là sur les quelques petites questions que vous pouvez vous poser juste à la veille de finaliser vos vœux pour les écoles. Donc là, je vous expliquerai ce que je vous donnerai nos conseils sur ce sujet. Et puis ensuite, Raphaël Hainaut, qui est directrice adjointe de l'école, parlera un peu plus en détail de l'école. Donc on fera une petite pause entre les deux pour que vous puissiez poser vos questions sur les conseils. Voilà. Donc on passe tout de suite aux conseils. Voilà. Donc, actuellement, vous êtes normalement tous à la veille de finaliser vos vœux, hein, puisque les vœux sont finalisés demain à 12 h, le 25 juillet. Donc ici, il y a deux, donc sont classés, donc les candidats au concours Mines Télécom sont classés comme potentiellement pouvant entrer à l'ENG, les candidats classés au concours Mines Télécom ou G2E, donc pour les BCPST. Donc je vais dire des choses qui sont assez évidentes, mais je pense que c'est important que vous les ayez en tête et d'autres vous les ont sûrement dites. Donc, le principe, c'est que vous faites des vœux ordonnés. Hein, donc, c'est évidemment différent de ce qui est fait sur Parcoursup, puisque sur Parcoursup, les vœux ne sont pas ordonnés et par tâtonnement, le système va vous proposer les différentes écoles au fur et à mesure que les places se libèrent. Là, dans le système SCEI, le principe, c'est que les candidats émettent des vœux ordonnés. Donc, vous choisissez par ordre de préférence les écoles sur lesquelles vous candidatez. Par définition, vous ne pouvez pas rentrer dans une école sur laquelle vous ne faites pas de vœux. Hein, chaque année, on a des étudiants qui nous recontactent par la suite en nous disant « Ah, j'ai pas fait de vœux pour le NSG, c'est dommage parce que ça m'aurait intéressé. » Eh bien, malheureusement, c'est avant demain qu'il faut formuler ce vœu, sinon vous ne pourrez pas rentrer à l'ENG ou dans les écoles pour lesquelles vous ne formez pas de vœux. Et vous ordonnez vos vœux, donc de l'école préférée à l'école la moins intéressante pour vous, mais dans laquelle vous souhaitez quand même rentrer. Et un algorithme est mis en place, hein, qui a fait un calcul à partir de là, en proposant à chaque étudiant la meilleure école possible pour lui, au sens de vos vœux, au sens des vœux du candidat, et conditionnellement au rang que vous avez de classement au concours et au nombre de places dans les écoles. C'est-à-dire qu'au moment où on vous propose une école, il n'existe pas d'école qui soit dans votre liste de vœux au-dessus et pour lequel vous pouvez candidater. Il y a déjà des candidats qui ont pris les places. Voilà, donc en conséquence de cette mécanique, hein, vous avez à chaque appel, vous n'avez qu'une seule école qui vous est proposée parmi les vœux que vous avez formulés, et donc la meilleure possible pour vous. Et donc évidemment, dans ce type de situation, il faut absolument que vous révéliez, comme on dit, hein, c'est-à-dire que vous donniez exactement l'ordre de préférence que vous avez sur vos écoles. Il n'y a pas de tactique à avoir. Il faut vraiment mettre les préférences telles que vous les avez en tête. Et donc évidemment, hein, pour rentrer à l'ENG Géomatique, il faut faire un vœu pour la filière qui vous intéresse. Alors, sachant que nous avons deux filières, une filière étudiant, classique, dite civile, et une filière fonctionnaire, dans laquelle vous êtes élève fonctionnaire, rémunéré pendant vos études, et à la sortie de l'école, vous prenez un poste dans la fonction publique à l'Institut national de l'information géographique et forestière, avec un engagement de servir de 8 ans. Donc un engagement de service, c'est-à-dire que vous devez travailler pour la fonction publique pendant 8 ans, à l'issue de la sortie. Voilà, donc si vous voulez rentrer à l'ENSG, vous avez deux filières, et vous pouvez sélectionner les deux filières. Elles apparaissent dans
la liste des écoles SCEI comme, d'une certaine manière, deux écoles différentes, même si c'est exactement la même école et vous avez exactement la même formation. Vous avez quand même deux filières de sélection parce que c'est deux classements, in fine, qui sont différents. Voilà, donc si vous souhaitez rentrer à l'ENSG, à coup sûr, faites un vœu civil et un vœu fonctionnaire dans l'ordre que vous préférez. Donc ça, c'est vraiment très important. Je pense on est loin d'être les premiers à vous le dire. On est loin d'être les premiers à vous le dire, mais c'est très important que vous dévoiliez vos choix, vos préférences. Et si vous voulez rentrer à l'ENSG, vous mettez deux vœux, un vœu fonctionnaire, un vœu civil, dans l'ordre que vous préférez. Si vous préférez être fonctionnaire d'abord, vous mettez le vœu fonctionnaire en premier. Et si vous préférez être élève étudiant non fonctionnaire, vous mettez le vœu non fonctionnaire en premier. Voilà, et donc je finis juste, j'ai vu qu'il y a déjà des questions. Ah, je vois que quelqu'un n'a pas de son. Bon, je pense que ça se règle peut-être de votre côté. S'il y a un problème de ce type-là, vous me confirmez. Donc je poursuis juste ma vignette et après on peut faire une petite pause. Enfin, j'ai une deuxième vignette qui est liée. Après, je vous propose qu'on réponde à vos questions. Donc les dates d'appel. Donc le premier appel, c'est le 29 juillet à 14 h, c'est-à-dire qu'en fait, ce week-end, le fameux algorithme là que j'évoquais, après que vous ayez finalisé vos vœux à midi, les vœux sont gelés, les algorithmes tournent. Donc en fait, en pratique, ils tournent plusieurs fois, hein, mais donc l'idée, c'est que à 14 h, vous avez une première proposition d'école qui est donc encore une fois la meilleure que vous pouvez obtenir compte tenu de votre rang et surtout des vœux que vous avez fait dans l'ordre. Voilà, et puis il y aura d'autres appels. Hein. Le premier appel, c'est le 29 juillet. Il y en a un deuxième en fin de semaine, 1er août à 14 h. Et puis après, on bascule sur la fin août où il y aura à nouveau 3 appels. Alors, qu'est-ce qui peut se passer d'un appel à l'autre? La seule marge de manœuvre, le seul élément de variabilité, c'est des élèves qui choisissent de ne pas prendre le premier vœu qui leur est proposé et puis de sortir du jeu. Donc, par exemple, pour faire une 5,5, hein, donc ces gens-là, ils sortent. Et donc, du coup, une place se libère et qui va être intégrée comme place libre au tour d'algorithme suivant, c'est-à-dire à l'appel suivant. C'est ça la principale variation d'un appel à l'autre. Donc, en pratique, il y a assez peu de changements d'un appel à l'autre. Hein. Entre les deux premiers appels, il peut y en avoir. C'est assez significatif. Et puis, à partir du troisième appel de fin août, là, les choses commencent à se préciser vraiment. Voilà, mais donc, ayez en tête que, quand même, au premier ordre, ce qui va se passer, c'est vous aurez sans doute des choses assez peu différentes à la fin de ce que vous allez obtenir au premier appel, même si, effectivement, il peut y avoir du mouvement d'un appel à l'autre. Voilà. Donc, je vais passer à la vignette suivante pour vous rappeler les places qu'on a ouvertes à l'école, à l'ENSG. Donc, on a des places, comme je le disais, en fonctionnaire et en étudiant. Donc, Raphaël reviendra sur ces filières. Donc, le principe, c'est exactement la même formation, mais dans un cas, vous êtes rémunéré pendant vos études un peu plus que le SMIC et vous êtes ensuite, vous prenez un engagement de servir la fonction publique, c'est-à-dire d'occuper des postes dans la fonction publique pendant 8 ans. Donc, et en premier lieu à l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui est l'établissement public du ministère de l'écologie qui est en charge de l'observation de la Terre et de la cartographie française. Et puis, donc, le statut étudiant, c'est un statut tout à fait normal. Vous êtes inscrit comme étudiant. D'ailleurs, vous êtes aussi étudiant en tant que fonctionnaire, hein, mais vous avez un statut d'étudiant en tant que dans la filière étudiant. Et même formation, un petit peu plus de degré de liberté, parce que la formation peut être un peu plus longue, par exemple. Mais global, et vous pouvez bénéficier des doubles diplômes. Mais globalement, vous avez exactement la même formation. Alors, donc, on a des postes ouverts dans toutes les sections, que ce soit en fonctionnaire ou en étudiant. Donc, on recrute donc la filière majoritaire, c'est la filière MP, avec 7 places de fonctionnaires et 13 places d'étudiants. MPI également, donc PC 2 fonctionnaires, 4 étudiants. PSI 2 fonctionnaires, 2 étudiants. PT un fonctionnaire, 3 étudiants. C'est la première année où on recrute un fonctionnaire en PT.
BCPST, 3 fonctionnaires, 3 étudiants, et TSI, 2 étudiants. Bon, sachez que ça, c'est relativement indicatif, parce que, en pratique, on peut basculer des postes selon le volume de liste d'attente, on peut basculer des postes d'une filière à l'autre. Donc, c'est aussi ce qui peut se produire d'un appel à l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des degrés de liberté qui sont donnés par les départs de la sortie du jeu de certains étudiants, et puis aussi parce qu'il y a des bascules de nombre de postes ouverts d'une section à l'autre selon le niveau des listes d'attente. Voilà, donc en tout cas, dans la première itération, ce sera la répartition qui va être appliquée dans le premier appel. Voilà. Je prends vos questions, puisque je vois qu'il y en a déjà quelques-unes sur cette question. Et puis, si vous souhaitez en poser d'autres, c'est sur ce point des vœux, de la mécanique des appels et des différentes filières, des différents postes ouverts. N'hésitez pas, c'est le bon moment. Alors, donc je lis la première question. Il y a une place en fonctionnaire et 3 en civil pour PT. Est-ce possible d'avoir 2 et 2? Alors non, c'est pas possible d'avoir 2 et 2 à l'instant T. Hein, ces ouvertures de postes sont fixées. Le nombre total de postes de fonctionnaires est fixé aussi. Le nombre total d'élèves civils est fixé également. Voilà. Après, ce qui peut se produire, comme je l'expliquais, c'est que donc on va partir avec une première itération sous cette forme-là. Et puis, ce qui peut se produire, c'est que, par exemple, on ne fait pas le plein du nombre de fonctionnaires en MP parce que, voilà, on a coupé la liste d'admission avant la fin. On ne fait pas le plein, on rebascule un poste de fonctionnaire dans une autre catégorie. Donc ça, c'est ce qu'on fait assez fréquemment parce que on est sur des petits effectifs et donc les statistiques nous donnent des éléments de cadrage, mais en pratique, malgré tout, on est sur des petits effectifs. Donc, on a des situations qui, d'une année sur l'autre, peuvent varier. Et donc, on bascule assez régulièrement des postes d'une filière à l'autre. On peut faire des vœux différents entre civils et fonctionnaires. Oui, non, ce n'est pas du tout exclusif. Considérez bien que de votre point de vue d'étudiant, c'est 2 filières différentes. Donc vous pouvez choisir l'une sans l'autre, vous pouvez choisir les deux, et si vous choisissez les deux, vous faites le choix, hein, c'est vous qui choisissez vos préférences entre fonctionnaires et civils. Si vous mettez, admettons, vous mettez fonctionnaire en premier, civil en deuxième, s'il reste des places de fonctionnaires et que vous avez le rang pour l'avoir, on vous propose une place de fonctionnaire. Si vous n'avez pas le rang suffisant, ou il n'y a plus de place tout simplement en fonctionnaire, on vous propose une place en civil, et il est possible qu'à l'appel suivant, les choses changent et que vous basculiez en fonctionnaire si vous n'avez pas dit un oui définitif dans la proposition qu'on vous a faite en civil. Donc voilà, ayez bien en tête que pour vous, c'est 2 filières, 2 écoles différentes. ENSG fonctionnaire et ENSG civil. Alors, peut-on faire un double diplôme en étant fonctionnaire? Là, la réponse est clairement non. On ne peut pas parce que la durée de scolarité à l'ENSG en tant que fonctionnaire est statutaire, c'est-à-dire qu'elle est fixée par les textes. Elle est de 3 ans, alors il est possible de redoubler, mais on peut faire éventuellement une année de plus à l'ENSG parce qu'on a redoublé, mais on ne peut pas faire une année de plus parce qu'on fait un double diplôme. J'ai été peut-être un peu rapide, mais le double diplôme, le principe du double diplôme standard, c'est 2 ans dans la première école, 2 ans dans la deuxième école, et donc ça prend 4 ans pour faire un double diplôme. Donc non, on ne peut pas faire de double diplôme en étant fonctionnaire. Comment varient les propositions d'école à chaque appel selon les rangs d'admission? Alors là, je pense que j'ai déjà répondu à cette question, hein, donc, puisque d'un appel à l'autre, ce qui va varier, c'est tout simplement la liste des candidats qui sont dans le champ d'admission des écoles, parce qu'il y en a quelques-uns qui sortent, qui démissionnent pour aller faire d'autres choses, ou pour faire une 5,5, par exemple. Hein. Donc ça, ceux-là, s'ils sont devant, ils libèrent des places pour ceux qui sont après. Et puis, encore une fois, hein, les écoles peuvent éventuellement basculer des postes qui sont prévus dans une filière sur une autre. Voilà.
Et donc, ça crée quelques variations. Alors, évidemment, ces variations sont de plus en plus réduites à mesure des appels, mais elles sont très significatives au niveau du deuxième appel et jusque fin août. Donc, on peut basculer de civil à fonctionnaire en cours de formation. Donc, ça, c'est une question. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, dans ce sens-là, de civil à fonctionnaire, non. Actuellement, ce n'est pas possible. En revanche, si, au mois de septembre, parce qu'on peut avoir aussi des démissions qui sont... On a sélectionné tous nos postes de fonctionnaires... on a sélectionné tous nos postes de fonctionnaires, voilà. Et puis, il se trouve qu'à l'arrivée, le jour de la rentrée, certains ne viennent pas. Ça peut arriver. Hein, vous savez que vous êtes démissionnaire quand vous ne venez pas au jour de la rentrée, pour toutes les écoles, c'est comme ça que ça marche. Et donc, si des fonctionnaires ne viennent pas, dans ce cas, nos postes de fonctionnaires sont à nouveau vacants et on peut proposer à des élèves civils qui avaient le rang adéquat pour être fonctionnaire de basculer. Donc ça peut se produire, mais ça se produit dans les toutes premières semaines à l'issue de la rentrée. Donc ça se produit assez régulièrement, on a 1 ou 2 cas par an, c'est courant. Mais dans le principe, voilà, hormis ces situations très particulières, en principe, non, il n'y a pas de voie qui permet de passer de civil à fonctionnaire. Alors, aussi une autre question, mais je n'ai pas compris le fonctionnement du 8 mai. Alors, le fonctionnement du 8 mai, en effet, vous avez raison, je n'ai pas détaillé les options de réponse. Donc, vous avez la possibilité, quand on vous propose une école, de répondre de façon différente. Alors, vous avez le oui définitif. Dans ce cas, vous rentrez dans l'école, vous sortez, enfin, la place vous est définitivement attribuée, et on ne vous proposera pas d'autres écoles aux appels suivants. Deuxième possibilité, vous avez la possibilité de répondre oui, mais. Ça veut dire que votre place est réservée, mais si, selon le mécanisme que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des postes dans des écoles qui vous intéressent plus que celles qu'on vous a proposées, qui se libèrent et que vous avez le rang pour les avoir, elles vous seront proposées. Donc voilà le principe du oui mais. Bon, non mais, donc vous refusez mais vous restez dans le jeu, donc la seule chose qu'on puisse vous proposer, c'est par la suite des écoles qui correspondent à des vœux que vous préférez et qui ne vous ont pas été donnés à l'appel précédent. Et puis le non définitif, c'est vous sortez du jeu, c'est ce que j'appelais tout à l'heure ceux qui sortent du jeu, donc c'est-à-dire que vous êtes démissionnaire, par exemple pour faire une 5,5 ou une autre formation, et ce qu'on vous a proposé va se libérer pour les autres. Laurent, j'ai pas dit de bêtises. Tu me corriges si je dis des bêtises. Hein. Non, Voilà. non, du tout, du tout. Bon, je crois que j'ai répondu à vos Il y a questions. une dernière question, Patrick. Est-ce que les écoles peuvent terminer leur recrutement dès le deuxième ou troisième appel? Ah, techniquement, c'est possible, hein, puisque admettons que tous les élèves, tous les étudiants à qui on a proposé des places émettent un oui définitif. Ça, sur le papier, c'est possible. En pratique, Laurent a un petit peu plus d'expérience que moi là-dessus, mais en pratique, on a des oui mais qui se maintiennent jusqu'au dernier appel. Donc, Oui. voilà. Oui, merci pour cet élément. Et je voulais rajouter une chose, c'est surtout, si vous souhaitez intégrer notre école, n'attendez pas les derniers appels, d'autant plus que la rentrée se fera le 1er septembre au sein de notre école pour le diplôme d'ingénieur. Et surtout pour les candidats qui sont en province pour la recherche de logement, vraiment n'attendez pas au dernier moment et ne mettez pas un oui définitif à l'appel par exemple du 26 août ou du 2 septembre ou du 5 septembre parce que certains candidats peuvent se retrouver un peu en difficulté pour la recherche de logement, sachant que évidemment sur l'Île-de-France, on a quand même pas mal d'étudiants qui recherchent les logements tout au long du mois d'août. Voilà. Oui, c'est ça. Si vous êtes satisfait de ce qu'on vous propose au deuxième appel, confirmer en oui définitif le deuxième appel, ça vous donne le temps de chercher de manière assez confortable un logement. Et c'est vrai que dans la plupart des écoles, c'est quand même un sujet. Bon, nous, on a on vous propose des listes, on vous aide
à vous loger. On n'a pas des logements pour tout le monde, hein. D'ailleurs, c'est pas nous qui les gérons, c'est le Crous, mais on a des logements réservés. Mais c'est sûr que ça vous facilite la vie de vous déterminer fin juillet plutôt que fin août. Et peut-être juste une précision sur le non-mai. Le non-mai, donc comme le disait Patrick, vous refusiez, vous dans l'attente éventuelle d'un autre vœu, mais il se peut que vous n'ayez pas de vœu en fait, hein. Si vous mettez un non-mai, il se peut effectivement que vous n'ayez pas de vœu à la suite de ce choix-là, hein. Oui, de proposition, si tu veux De dire. proposition, pardon, d'autres écoles. Voilà, donc encore une fois, je veux réinsister. Vous avez tout intérêt, pas de tactique sur l'ordre des préférences. Vous avez intérêt à donner votre ordre de préférence, le vrai. Si vous préférez le NSG civil à le NSG fonctionnaire, mettez d'abord NSG civil et ensuite NSG fonctionnaire. Il n'y aura pas de. Vous n'avez aucun intérêt à le mettre. Il n'y a aucune tactique dans l'ordre. Cet algorithme fonctionne si vous révélez vos vœux tels que vos préférences. Alors, c'est vrai que c'est compliqué quand vous avez 50 écoles potentielles parce que vous ne savez pas forcément, mais voilà, c'est la difficulté de l'exercice. Mais il faut que vous fassiez des choix ordonnés tels que vous les voyez-vous. Voilà, voilà. Mais écoutez, je ne vois plus de questions, mais si vous en vient d'autres sur ce sujet, je les prendrai volontiers. Et donc maintenant, si ça vous intéresse, on va reparler un tout petit peu de l'école et vous remettre quelques éléments en tête sur le neigé géomatique. Raphaël, je te laisse la parole. Et bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Raphaël. Très bien. Et j'ai la main pour faire passer les slides? Ouais. Non, moi c'est moi en fait. Ok. Et bien alors c'est parti. Donc un petit mot, effectivement, on en profite hein, du coup sur le NSG géomatique. Alors peut-être d'abord sur la géomatique, hein, c'est la rencontre de la géographie et de l'informatique. Et peut-être pour le dire plus précisément, la géomatique, c'est l'ensemble des sciences et des techniques qui permettent d'observer la Terre de façon très globale, hein, toute la planète ou de façon plus zoomée, un territoire en particulier ou même quelque chose d'encore plus petit, d'en mesurer les formes, d'analyser les éléments qu'on va y trouver, c'est-à-dire leur nature, leur dimension, leur positionnement précis. Ce sont également toutes les techniques qui permettent de modéliser numériquement ces éléments et leur évolution dans le temps. Ce sont les techniques qui permettent de représenter ces éléments, notamment via des techniques cartographiques. Et évidemment, dans tout ça, on sent que l'IA va jouer un grand rôle. Tu peux passer, Laurent. Donc, l'ENSG géomatique, c'est l'école d'ingénieurs publics de référence dans le domaine des sciences et technologies de l'information géographique qui se situe au carrefour des sciences de la Terre, de l'informatique, des sciences des données et de la géographie de la cartographie. Tu peux passer. Donc, à l'ENSG géomatique, on forme 60 élèves ingénieurs par an, dont plus d'un tiers de filles et de boursiers, qui deviennent des ingénieurs spécialistes de haut niveau, capables de maîtriser toutes les étapes de la chaîne de valeur de la donnée géolocalisée. Et c'est particulièrement stratégique parce que parmi les données qui circulent aujourd'hui, et on sait que c'est énorme, hein, 80% d'entre elles sont des données géolocalisées, hein, c'est-à-dire des données qu'on peut placer sur une carte. Donc voilà, 180 élèves ingénieurs à l'école, on a en tout 400 élèves puisqu'on a d'autres cycles, hein, comme c'est écrit sur cette planche, il y a 9 cycles de formation en tout. On a 7 filières de spécialisation aujourd'hui pour le cycle ingénieur. On a 6 centres de compétences disciplinaires avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des enseignants et des ingénieurs de recherche hein, dans différents domaines, qui sont les principaux domaines de la géomatique. Et puis, on a 3 unités de recherche à l'ENSG géomatique. C'est une école qui est particulièrement intensive en recherche hein, pour faire donc, progresser le front de sciences et l'innovation en sciences géographiques et forestières. Tu peux avancer, Laurent? Alors, voilà, la géomatique, hein, je vous l'ai dit, je vous ai décrit globalement ce que c'était.
donc l'ensemble des sciences et technologies qui permettent de faire tout un tas de choses, hein, d'observer la Terre, d'identifier les éléments, de les mesurer, de les modéliser numériquement, de les représenter, etc. Alors, tout ça, ça passe par différentes expertises dans des sciences et technologies que vous ne connaissez pas encore, mais qui sont passionnantes, hein. D'abord, il y a la géodésie, qui s'attache à l'étude fine des formes et des dimensions de la Terre. Ça passe aussi par une expertise sur les sources de données d'observation de la Terre, hein, qu'il s'agisse d'images satellites, d'images aériennes, par drone, d'images terrestres, etc. Tu peux passer, Laurent? On forme aussi, bien sûr, les élèves au traitement de ces données d'observation de la Terre, mais aussi à d'autres données, hein, notamment toutes les données textuelles, voilà, qu'on sait aujourd'hui très foisonnantes. Toutes ces données qu'on va croiser pour produire des informations à valeur ajoutée pour différentes applications, hein, par exemple, pour contribuer à produire des diagnostics objectifs de l'état du territoire. Alors, les données que j'évoque, hein, on le sent, sont très nombreuses, elles sont très volumineuses, donc ça implique, ça nécessite, pardon, une expertise aussi sur la gestion numérique de ces informations. C'est pour ça qu'on parle de big data et on en parle dans cette école. Et puis, bien sûr, dans l'école, on va aussi former les élèves aux techniques avancées de la représentation, de la cartographie, puisque c'est très utile aujourd'hui. C'est un outil d'intermédiation extrêmement puissant entre des publics différents, hein, par exemple entre des scientifiques et des décideurs. Tu peux passer, Laurent. Très rapidement, comment ça se passe à l'ENSG, hein, il y a un tronc commun sur 2 ans qui est composé, pour le faire court, hein, de 4 grands blocs, hein, comme dans toutes les écoles d'ingénieurs, on a des maths et de la physique. On a également des sciences humaines et sociales, parce que l'ingénieur ne doit pas juste produire des solutions techniques pour répondre à des problèmes, mais il doit être capable de comprendre le monde dans sa globalité. On a bien entendu de la géomatique, hein, je vous ai expliqué brièvement de quoi il s'agit. On a également de l'informatique, hein, puisque former des experts de la donnée géolocalisée, bien sûr, ça induit qu'on forme tout simplement des experts informaticiens. Donc ça, c'est un tronc commun sur 2 ans, avec bien sûr des langues vivantes, beaucoup de projets, et puis une spécialisation sur un segment de la chaîne de valeur de la donnée géolocalisée en 3e année, ou dans un domaine d'application de la donnée géolocalisée, par exemple pour le sujet de la forêt, ou pour l'urbanisme, l'aménagement durable du territoire, pour la gestion de l'eau, etc. Tu peux passer, Laurent. Donc voilà, je l'ai suggéré, mais à l'école, on apprend en faisant. Il y a beaucoup de projets qui sont proposés par des acteurs du monde socio-économique. On a des projets, voilà, informatiques, des projets d'initiation à la recherche, d'autres projets. On a, entre la première et la 2e année, un moment particulièrement important. C'est une école d'été de 8 semaines à Forcalquier, dans les Alpes de Haute-Provence, pour mettre en pratique toutes les techniques de la géomatique qu'on apprend de façon théorique dans l'année à l'école. Et puis, c'est aussi un moment, hein, de se reconnecter au vivant, parce qu'on est à Forcalquier, dans un endroit fondamentalement différent de Champs-sur-Marne, qui est très urbain. Et puis ensuite, on a bien sûr des stages en laboratoire de recherche ou en entreprise, une mobilité internationale de 16 semaines au minimum, et un stage de fin d'études. Tu peux passer, Laurent. Notre école, pour peut-être terminer la carte d'identité express, hein, c'est donc une école de l'IGN, hein, dont a parlé Patrick Siard, l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui est un opérateur de l'État sous tutelle du ministère chargé de l'écologie, un opérateur très innovant qui a pris le virage de l'intelligence artificielle depuis plusieurs années, et donc a maintenant un pool de data scientists assez important, qui permet d'automatiser la production et l'entretien des données de description du territoire national. Donc, on est une école de l'IGN et on est également une école membre de l'Université Gustave Eiffel. On a à l'ENSG une fondation qui permet d'aider les étudiants, hein, en leur versant des aides si besoin, pour les mobilités notamment. Et donc, pour préciser, donc cette école est située
Vous êtes peut-être venu pendant les oraux du concours Mines Télécom, hein, sur le campus Descartes à Champs-sur-Marne, à 30 minutes de Paris par le RER. Et c'est à peu près la fin de la présentation. On pourrait en parler bien sûr plus longtemps. Donc, au sortir de cette école, on a de nombreux métiers dans de nombreux domaines qui sont possibles. Je vous l'ai dit, on peut travailler, devenir expert en fait, hein, à tous les endroits de la chaîne de valeur de la donnée géolocalisée, hein, depuis l'observation de la Terre, depuis les techniques de positionnement précis, le traitement des données, des images, les sujets de diffusion et de représentation de ces données. Donc on peut exercer des métiers, par exemple, de cartographe, des métiers de data scientist, ou pour être plus précis, de géodata scientist, des métiers d'ingénieur d'études, hein, à tous les endroits de la chaîne de valeur de la donnée, des métiers d'administrateur de bases de données géographiques, de nombreux métiers, soit dans des structures publiques, hein, dans des ministères ou dans des collectivités territoriales qui sont des grands consommateurs d'informations géographiques, hein, qui permettent d'avoir une connaissance fine du territoire, mais aussi dans des structures privées, hein, dans des entreprises, hein, qui font de l'informatique, par exemple, mais aussi chez tous les gestionnaires de réseaux, réseaux d'eau, réseaux d'énergie, réseaux de transport, etc., dans des assurances. Alors ici, vous avez sur cette planche, hein, des icônes qui correspondent à certaines entreprises qui ont embauché nos élèves, mais c'est pas du tout exhaustif. Il y a un très très grand besoin de géomaticiens aujourd'hui. Vous voyez, vous avez peut-être pas fait la connexion, mais l'appli de navigation que vous utilisez très fréquemment sur votre téléphone mobile est conçue grâce aux données géolocalisées et à l'expertise de géomaticiens qui ont développé par-dessus les données, donc des services qui vous permettent de vous déplacer plus facilement dans l'espace. Donc, la géomatique, hein, c'est un secteur qui est en effervescence. C'est 10% du secteur du numérique. Et vous voyez bien aujourd'hui que le numérique, c'est énorme. C'est 70 000 emplois directs. On a une récente étude qui fait autorité, hein, qui a euh, écrit au mois de septembre dernier euh, que le secteur, hein, était en attente d'ingénieurs dans le domaine, donc aucun problème pour trouver un emploi. Laurent, tu peux passer. Donc, je crois que c'est la dernière slide. Cette fois-ci, c'est vrai. Donc, très rapidement, les équipements, je vais pas la décrire en entier, mais les équipements du campus de la Cité Descartes sont nombreux puisqu'on partage ces équipements avec l'université Gustave Eiffel notamment. Le NSG est dans le même bâtiment que l'école des ponts. Donc il y a beaucoup d'équipements partagés, équipements sportifs, équipements culturels, notamment les bibliothèques. Et donc c'est un endroit où il fait bon étudier. Et je crois que c'est terminé. Donc je pense que tu peux passer, Laurent, les logements, ça a déjà fait l'objet d'un live. Patrick Sierre en a parlé. On vous aide à en trouver. Il y a une vie étudiante qui est riche, hein, un certain nombre de bureaux et d'associations sont financés par l'IGN. Et donc, une vie étudiante, une ambiance voilà, assez agréable, hein, dans une école à taille humaine. Et donc, plus d'informations sur ces sujets via la plaquette Alpha, hein, par exemple, qui a été récemment publiée dans sa dernière version. Voilà. Du coup, non, mais je pense on peut conclure là. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'école, hein, on est là pour y répondre. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas spécialement sur l'école, hein. N'hésitez pas à la poser à l'oral si besoin. Donc, Patrick Siard et moi pourrons y répondre. Laurent, c'est une question pour toi, je crois. Où peut-on récupérer les lives précédents? Peut-être tu peux mettre l'adresse dans la Les lives conversation. précédents, on les a pas publiés. Si, on en a publié, pardon, directement sur notre site internet, www.enig.eu, pardon, et dans la rubrique du diplôme d'ingénieur, vous avez en fait les replays.
Ok. Et sur les Alors. logements, on l'a pas encore mis. C'était le tout dernier. Bon, mais si vous avez des questions sur les logements, on peut tenter d'y répondre si vous avez. Donc, vous avez. Effectivement. Effectivement, j'ai évoqué un tout petit peu le point. Donc, on a une trentaine de logements, ou 25, c'est ce qui a été, qui sont réservés via le Crous, donc au voisinage de l'école. Donc, ils sont en général. Bon, alors, c'est par an d'arrivée, hein, donc. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si vous déterminez fin juillet, votre vie est plus simple que si vous déterminez au mois d'août, fin août, c'est clair. Donc typiquement par rapport à ça, hein, s'il y a des élèves qui sont arrivés devant, bah, ils ont eu le choix que d'autres n'ont peut-être un peu moins. Bon, après, le campus de Marne-la-Vallée est très bien situé le long du RER. Globalement, ça dessert un espace où il y a beaucoup de logements et en général, nos étudiants n'ont pas trop de problèmes pour trouver des logements au voisinage. Après, c'est moins cher que le centre de Paris. Voilà, donc bon, ça reste une difficulté, évidemment, hein. Enfin, je veux dire, c'est une contrainte. Quand on vient s'installer auprès d'une école, il faut trouver un logement et c'est toujours c'est pas forcément un parcours du combattant, mais c'est pas une partie de plaisir. Voilà, donc bon, encore une fois, le plus tôt vous y prenez, le mieux c'est. Et puis bon, pas de panique de toute façon. Pour ce qui concerne le NSG, il y a quand même du logement au voisinage, et même si vous déterminez tardivement, ça reste possible de trouver des logements, même si c'est plus compliqué que si vous y prenez tôt. Peut-être juste préciser en fait sur la question du logement, effectivement, comme le disait Patrick, si vous validez au plus vite, vous aurez un message automatique que vous recevrez sur votre boîte mail avec un lien qui directement vous donnera un document, enfin un lien qui mènera pardon, à un document avec la liste de nos partenaires. Donc vous avez notamment le Crous, mais vous avez d'autres partenaires privés que nous avons listés sur le fichier. Et comme ça, vous pourrez entamer vos démarches le plus tôt possible. D'autre part, une fois que vous avez validé, vous allez entrer en contact avec le B2 de l'école, qui lui aussi recense l'ensemble des places de colocation surtout vacantes, c'est-à-dire que lorsque nos étudiants de troisième année ingénieurs quittent l'école, généralement ces places sont préemptées pour les premières années. Donc c'est le BDE qui gère voilà, ce turnover de places en colocation. Donc de toute façon, nous, dès la rentrée, d'année en année, il y a aucun étudiant qui est en galère de logement. Généralement, il trouve assez rapidement, mais bon, il faut s'y prendre tôt. Et les dernières questions. Ah, la recherche de logement sera possible début août ou il y a une période de fermeture? Non, non, l'école ne ferme pas et vous pouvez prendre, effectivement, faire vos recherches de logement début août, sans problème. Il faut même le faire le plus tôt possible dès que vous avez Mm. la certitude de venir, hein. Alors, est-ce qu'il y a des dernières questions? Est-ce qu'on arrive au terme du live? N'hésitez pas à lever la main ou écrivez sur le chat si vous en avez des dernières. Ça n'écrit pas. Bon, pas de questions une fois, pas de questions. Ah, moi je pense pas que j'ai plus de questions. Ah, merci. Pas de questions trois fois. Donc il me reste plus qu'à conclure ce live, à remercier Patrick Sillard et Raphaël Hainaut et vous tous et toutes d'être venus participer à ce live sur le conseil et stratégie pour classer vos vœux. N'oubliez pas que vous devez finaliser vos vœux demain avant midi. Et voilà, on vous souhaitera la bienvenue à l'école avec grand plaisir à l'ENSG Géomatique à la rentrée. Donc, pour les personnes qui intégreront notre école, ce sera le 1er septembre, la rentrée à 9 heures. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne chance, bon courage. Faites de Au bons revoir. vœux. Au revoir.